Vous le suivez de partout sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes à Kalemi, vous êtes à Beni, Butembo, vous êtes à l'Équateur, précisément dans les Sankourou, ici à Kinshasa, dans la commune des Maluku, Massina, Kintambo, Mboudi. Bienvenue dans cette édition spéciale sur les grandes questions d'actualité, comme d'habitude, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour commenter, analyser et pourquoi pas proposer des pistes et des solutions en rapport avec la situation, surtout sécuritaire, très préoccupante que traverse notre pays. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, un invité dans ce plateau. Aujourd'hui, notre invité, c'est Maître Blaise Franklin Iboula Mukelenge, d'abord coordonnateur d'une grande structure dénommée Dynamique Congo va changer. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Matete, ainsi que d'autres casquettes. Mais aujourd'hui, nous le recevons d'abord en tant que coordonnateur de la Dynamique Congo va changer et avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Charlie. D'entrée de jeu, beaucoup de questions d'actualité. Aujourd'hui, à la nomination du professeur Ebirand par les chefs de l'État comme son conseiller spécial en matière de sécurité. Il y a également Didier Moumengi qui est désigné au poste de coordonnateur général du secrétariat technique du pacte social pour la paix, structure qui va diriger les pères évêques de la CENCO et de l'ECC en rapport avec toujours la paix de notre pays. Beaucoup d'autres questions, nous allons en analyser. Mais bien avant, je viens de vous présenter, vous êtes coordonnateur de la Dynamique Congo va changer. C'est quoi exactement? Mais en fait, le Congo doit changer. Congo doit changer. Oui, merci beaucoup. Congo et en doit fait, c'est un mouvement qui regroupe un certain nombre de Congolais, je veux dire Congolaises et Congolais, qui sont conscients que la paix, le bien-être et le développement de la République démocratique du Congo est un combat et que le Congo a des ressources suffisantes. Je parle des ressources humaines, des ressources matérielles, financières et autres pour relever ces défis du développement, mais que seulement les conditions, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des compétences, il faudrait qu'il y ait le sérieux dans ce travail pour relever ce Congo. Et en même temps, dire que le Congo connaît le parcours d'une grande nation, avec toutes les embûches. Nous avons vu de grandes nations également à travers le monde, comme la Chine, qui ont connu des difficultés au début, mais ils s'en sont finalement sortis par le travail des hommes et des femmes. Et je pense que des hommes et des femmes capables de faire ce travail, on peut en trouver en République démocratique du Congo. Et nous sommes justement dans ce cadre-là en train de dire que nous sommes capables de faire ce travail-là. C'est ainsi que nous nous sommes organisés dans ce mouvement que nous avons appelé Dynamique Congo. Congo doit changer. Est-ce un parti politique? Non, pas du tout. C'est pas un parti politique, c'est un cercle. Au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, il était important qu'au lieu de s'isoler dans la réflexion ou d'entreprendre des actions individuelles, qu'on puisse se regrouper pour avoir une vision commune et puis dire que ce Congo doit changer et il y a des hommes et des femmes capables de faire le travail et de faire changer ce Congo et ils existent dans ce Congo. Pourquoi sa création intervient dans un moment où, je dirais, que le pays traverse un moment très kérou? Justement, c'est en ce moment où nous estimons que le pays a plus que jamais besoin de ses fils et filles et de toutes les ressources capables de mettre la main dans la pâte pour améliorer tant soit peu la situation du pays. On peut déjà vous rejoindre? Les adhésions, comment ça se passe? Mais bien sûr, parce que nous avons, dans le cadre de ce mouvement, nous appelons des penseurs développeurs. Nous avons dit penseurs pour éviter le concept diplômé ou intellectuel, parce qu'on a trouvé des gens qui, sans forcément avoir des diplômes, ont eu beaucoup de réalisations dans leur vie, plus que ceux qui en ont. Donc du coup, le plus important, c'est qu'on soit un penseur, qu'on ait des idées, qu'on met en œuvre. Donc nous avons les idées et l'action, c'est ce qui caractérise ce mouvement. Alors ceux qui se retrouvent dans cette définition de l'idée et action, pas idée pour idée, mais idée et passage à l'action,
bien, je crois que le bon endroit pour venir, c'est nous rejoindre dans cette dynamique. Alors, Maître Blaise Franklin Iboula, vous êtes coordinateur de la dynamique Congo doit changer, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comment sentez-vous en tant que patriote et acteur politique congolais, de père et de mère, en ces temps de guerre que traverse notre pays? Bon, je pense que le temps de guerre ne commence pas aujourd'hui. Hein. Il y a 30 ans que nous sommes dans cette situation de guerre, ou disons paix précaire, depuis près de 30 ans. Mais l'allure que ça a pris. Oui, je pense que ce n'est pas la première fois que nous connaissons ce genre de situation. Moi, je considère plutôt que c'est une opportunité pour le Congo d'être lavé de la honte. C'est-à-dire une opportunité de montrer au monde que nous sommes capables de nous sortir de ce genre de situations difficiles. Donc on doit rester plutôt optimiste, et que dans plusieurs pays à travers le monde ont connu des situations difficiles comme la nôtre, ça il faut qu'on se le dise. Il y en a qui ont connu des situations même pires que la nôtre, mais après il y a eu toujours des solutions, comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à certains hommes, à certaines femmes qui se sont distingués, qui sont capables de faire le travail et puis d'améliorer les choses. Donc dans la guerre, on peut perdre une bataille, on peut en perdre deux, mais le plus important, c'est de ne pas perdre la guerre. Et je pense que ce Congo a les avantages du territoire qui est énorme, d'une part, et d'autre part, d'une population nombreuse et de toutes les ressources. Je pense qu'avec tout ça, avec du sérieux et de la compétence, évidemment, nous sommes capables de relever le défi. Et à ce stade, quelle solution proposez-vous pour justement y faire face et redonner quand même espoir à la population? Bon, moi je pense que notre peuple doit toujours avoir espoir, mais seulement, comme on l'a dit, nous avons besoin d'avoir déjà au devant des hommes et des femmes capables de faire le travail qui consiste en quoi? Aujourd'hui, une fois encore, nous avons une invasion rwandaise entre nos murs. Comme on a dit, c'est depuis 30 ans que ça perdure. Mon constat est que je ne suis pas militaire, mais je m'intéresse par moment aux informations militaires. Okay. L'équipement militaire, l'entretien du personnel militaire, la logistique sont très coûteux. Et un pays qui est capable d'entretenir une guerre pendant autant de temps devrait avoir des conséquences sur son économie. Mais vous constatez que le Rwanda n'est pas forcément déstabilisé dans toutes ses conquêtes, dans toutes ses aventures à travers la République démocratique du Congo principalement. Cela revient à dire qu'il doit exister une main extérieure qui finance l'achat des équipements, l'organisation du personnel, évidemment la logistique. Ça, c'est un fait. Alors, un autre fait est que nous avons des difficultés de notre côté, compte tenu de plusieurs aspects, pour contenir l'ennemi. Ça, c'est un autre constat. Alors, donc, je pars de ces constats pour dire qu'il est important, dans un premier temps, pour vaincre l'ennemi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'abord de vouloir le couper de tous ces soutiens dont il bénéficie des autres. Et sur ce plan, je pense que le travail qui est en train d'être fait depuis un moment par le gouvernement, c'est un travail assez important, de chercher, de tirer la sonnette d'alarme et pour les priver de ces ressources qui lui permettent en fait de poursuivre la guerre en République démocratique du Congo. Donc sur le plan diplomatique, c'est cet effort qu'il faille faire, de couper le Rwanda de tous les soutiens susceptibles de lui permettre de poursuivre la guerre, parce qu'on a dit la guerre, équipement, personnel, exploitation, personnel, je dis logistique et autres, ça demande de l'argent. Alors quand on ferme ces robinets-là, je pense que les gars ils seront en difficulté. Ça c'est d'une part. D'autre part, de notre côté également, il est important que nous puissions nous réorganiser à l'interne. Les forces armées, principalement. Là, je parle au-delà de l'achat de l'équipement, au-delà de la logistique, parce que les ressources, nous en avons. C'est important également de vouloir améliorer les compétences, aussi bien de la chaîne de commandement que de nos troupes. Évidemment, il y a le français
Napoléon Bonaparte qui disait il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Okay. Donc du coup, on peut considérer que les échecs provisoires que nous connaissons peuvent, dans une certaine mesure, être aussi de la responsabilité de certains du commandement. Je veux dire que donc qu'il est important d'améliorer les compétences du commandement au-delà de trahison dont on parle, mais les compétences du commandement, c'est aussi important de les améliorer. Et enfin, il est aussi important qu'à l'interne, que nous puissions être ensemble. En fait, cette cohésion dont on parle, elle est importante. Cela nous permet, à mon sens, enfin, je considère cette cohésion ou ces dialogues, en fait, comme un effort de guerre. Okay. C'est-à-dire des initiatives susceptibles d'empêcher ou de ne pas permettre à certains compatriotes de souhaiter la victoire de l'ennemi. Okay. De faire l'apologie, voilà, de l'ennemi. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc ces dialogues-là, ça permettra que tout le monde soit rassuré, et de sorte d'une seule voix et d'une seule force, qu'on puisse faire face à l'ennemi. Il y a déjà les dialogues qui s'annoncent, on va en parler, mais aujourd'hui, tout le monde le sait qu'une grande partie du Nord Kivu est envahie par les ennemis de la RDC. D'ailleurs, aujourd'hui, cette émission sera beaucoup plus concentrée sur la situation sécuritaire. Mais de l'autre côté, on voit le chef de l'État qui vient dénommer le professeur Ebirand comme son nouveau conseiller spécial en matière de sécurité. Est-ce un choix judiciaire? Est-ce que c'était également le moment? Bon, ce que je pense, c'est que le moment de recadrer, de réorienter, de réorganiser les troupes, oui, c'est opportun aujourd'hui de s'entourer des hommes et des femmes capables, comme on l'a toujours dit dans la dynamique, le Congo doit changer, capables de faire le travail. Alors nous considérons que l'expérience de M. Kolongele, pour avoir été directeur de cabinet du président de la République, et peut-être pour d'autres compétences en matière de sécurité, peut-être que moi j'ignore, que le président a peut-être raison de le mettre là, mais le point le plus important pour nous, nous insistons qu'il est important en ce moment que l'on puisse s'entourer des hommes et des femmes compétents. Et dans ce pays, on a des hommes et des femmes compétents. Je citerai par hasard le ministre honoraire de l'Éducation nationale, le professeur Omer Koutoumissa. Je pense que il fait partie des hommes sérieux et compétents qui peuvent bien faire le travail. Il y a également monsieur, n'en déplaise à d'autres, monsieur Kabound. Il nous a démontré en quoi, quand il était aux affaires, qu'il pouvait distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et de rappeler les autres à l'ordre. Mais au bout du compte, je crois que même le président est revenu sur sa proposition de réduction avec des chiffres précis des trains de vie des institutions. Donc que le tout soit dans les cadres, dans une mission spécifique, dans un plan de la réalisation d'un plan global pour la reconquête ou tout au moins de la résistance face à l'ennemi, qu'on puisse s'entourer des hommes et des femmes capables de faire le travail, et ces hommes et ces femmes dans ce pays, on les trouve. Ok, alors nous parlons, parce que nous parlons Congo, vu la situation que notre pays traverse, aujourd'hui l'Église catholique et l'Église protestante ont pris les devants en proposant un dialogue inclusif avec une proposition appelée Pacte social pour la paix. D'ailleurs, quelle est votre lecture de cette démarche? Pensez-vous que cette approche peut véritablement aboutir à une solution durable? Bien, fondamentalement, un dialogue, il est toujours bon le dialogue. On dialogue toujours. De toute façon, toutes les grandes guerres à travers le monde entier se sont toujours terminées par un dialogue, enfin, je veux dire par un accord. Entre parties, ça peut être un accord de paix, ça peut être l'amnistie. Qui part d'un dialogue. Justement, à la fin, il y a toujours, on se met d'accord sur quelque chose. À ce titre-là, le dialogue proposé par le prince de l'Église ne peut être que la bienvenue. Mais en revanche, je me pose quand même des questions par rapport aux enjeux de l'heure. Je pense que l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est cette nouvelle ou conquête ou cette volonté permanente de notre voisin et consort d'occuper en fait
la République démocratique du Congo. Et je me pose la question, en quoi le dialogue entre Congolais pourra répondre en fait à cette question. Parce que la question est très simple. Nous avons le Rwanda dans toutes ses ambitions territoriales et nous avons le M23 qui est constitué des Congolais et en même temps soutenu largement par les troupes rwandaises, au point où il est difficile aujourd'hui de distinguer Rwandais et Congolais qui sont membres de cette organisation. C'est ça la question en fait. Alors, et la question, elle est militaire. Elle est militaire. La volonté de dialoguer pour être entre Congolais, on n'en disconvient pas. Mais est-ce que ces dialogues sans les parrains de la guerre, moi je pense qu'il y a quand même certaines limites à ce dialogue. Que cela n'en déplaise, du point de vue interne, ça peut avoir un effet. Mais moi je considère ce dialogue non pas un dialogue qui pourrait amener à la paix, parce que techniquement je ne vois pas comment, mais en revanche, c'est un dialogue qui devrait être, à mon sens, considéré comme un effort de guerre. Un effort de guerre dans quelle mesure? Dans la mesure où, faisant face à l'ennemi, il est important que nous soyons unis. Que cette cohésion est importante et que ce dialogue puisse permettre cette cohésion à l'interne. Ensuite, pousser, n'est-ce pas, les forces armées à rétablir l'équilibre sur le front. C'est de cette façon-là que moi je conçois le dialogue. Donc je conçois le dialogue dans le sens d'un effort de guerre. Donc c'est un peu comme on dirait, nous sommes dans une diplomatie de guerre en fait. Aujourd'hui, bien que c'est encore au niveau des consultations que les pères les évêques poursuivent leurs consultations après les chefs de l'État, ils étaient chez Martin Fayoulou, Délice Sanga, et ils poursuivent leur mission, mais déjà, l'écrivain Didier Moumengi est nommé coordonnateur général du secrétariat technique du pacte social pour la paix. Est-ce également un choix judiciaire pour vous? Il a les porteurs robots? Ah ben oui, mais je pense que M. Moumengi, il a quand même fait des preuves dans certaines matières, principalement en ce qui concerne la situation de guerre en République démocratique du Congo, pour avoir été acteur d'une part, et puis qu'il a quand même écrit. Et en écrivant, je pense qu'on prend le temps de réfléchir pour mettre sur papier. Donc à ce titre-là, on peut quand même lui donner ce crédit de ses capacités par rapport à la mission qui lui sera confiée. En revanche, je voudrais revenir sur le dialogue, je vous en prie. Ce que je pense, c'est que le dialogue, à mon sens, quand je parle de dialogue, comme je vous ai dit, je le considère en fait dans le sens d'un effort de guerre. Et à ce titre-là, cet effort de guerre devrait en temps normal consister en la réconciliation entre le président de la République et le peuple congolais. Pas avec les acteurs politiques? Bon, je suis plutôt très sceptique à impliquer forcément ces acteurs politiques, mais pour la simple raison que, on l'a vu par le passé, c'est une histoire qui aboutira certainement à des discussions interminables. On le connaît, comment ça se passe, ça c'est d'une part, et d'autre part, moi je n'ai aucune garantie en impliquant ces acteurs politiques, en fait, qui depuis l'indépendance sont là en train de... Un éternel recommencement. Un éternel recommencement, et que, bon, je ne pense pas qu'il puisse avoir quelque chose de grand en termes de recouvrement de la paix en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, peut-être dans le cadre d'un effort de guerre. Là, on peut l'admettre. Donc, je parlais de la réconciliation entre le président de la République, parce que c'est lui qui est le garant, et son peuple. La réconciliation consiste en quoi? Il y a un contrat social entre le président et le peuple. Il est clair, toutes les promesses que nous avions faites à notre population, qui n'ont pas été réalisées, et bien donc ça crée un conflit entre le peuple et le président de la République et son chef. Donc du coup, en ce moment où nous avons besoin de ce peuple comme effort de guerre, cette cohésion comme effort de guerre, il est important que cette réconciliation soit faite entre le président. En quoi cela consiste? Cela consiste tout simplement à vouloir réaliser toutes les promesses qui ont été faites au peuple sur le plan social, sur le plan sécuritaire, et au-delà de ça,
cette réconciliation doit, en un mot, consister au respect de toutes les lois de la République. Et qu'en ce moment, s'il existe des actions, notamment, je le dis comme ça, des situations qui n'ont pas forcément... qui ont dérangé la population dans une certaine mesure, dans la mesure où c'est des initiatives, des natures à aller à l'encontre des lois. Parce que nous disons réconciliation égale respect des lois de la République. Et qu'en temps normal, le président de la République devait y penser, y réfléchir et dire que ici, là, le pion que j'ai avancé par rapport à ces situations n'était pas bon, et bien qu'il puisse le retirer et garantir et davantage de choses à cette population, de sorte qu'on puisse aller de l'avant ensemble. Et à ce stade, Maître Blaise Iboula, pensez-vous qu'il y a une rupture, il y a une sorte de mécontentement de la population? Bien sûr, les frustrations, on ne peut pas les dénier. Les frustrations, on ne peut pas le dénier, il faut qu'on le dise. Mais si même aujourd'hui, le CESAC a pu, disons, contrôler dans une certaine mesure la liberté d'expression dans certains réseaux de communication, eh bien c'est justement parce qu'on s'est rendu compte qu'il existe des Congolais qui ne sont pas mécontents, en fait, du succès de l'ennemi. Okay. C'est une expression de frustration. Mais je ne pense pas que ces Congolais soient forcément pour l'ennemi, mais qui sont en train de répondre à une frustration par rapport à telle ou telle autre situation. Donc en tant que président, c'est ça ce que moi j'appelle la réconciliation avec son peuple. Il faut être attentif à ce genre d'attitude et de comportement et essayer dans la mesure du possible d'y répondre de sorte à les ramener à la maison ou disons derrière lui pour qu'on puisse faire face à l'ennemi commun. Et comment cela sera-t-il possible, cette réconciliation entre les chefs de l'État et les millions de Congolais que nous sommes? Comment cela sera possible, Maître? Bon, ce que je pense, c'est quoi? C'est que, étant donné que l'essentiel de ces frustrations sont connues, il est important que du côté du chef de l'État, du président de la République, mais qu'il prenne certaines actions. Certaines actions qui puissent tout simplement, parce que je ne pense pas que la réconciliation devrait se symboliser par la nomination de tel qui est de ma province, tel autre qui est de tel parti politique. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais cette conciliambule entre politiques, eh bien, ça peut participer à une cohésion dans le sens de l'effort de guerre, mais pas dans le sens de vouloir mettre fin à la guerre qui est à l'Est de la République. Je pense que non. Donc c'est ainsi que moi, je voudrais plutôt ramener le débat vers le président de la République. Si à lui, il a promis et il sait pertinemment les frustrations de ce peuple et que du coup, eh bien, il a l'obligation de répondre à ça. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut rapidement, parce que comme disait le président Kaméré dernièrement à l'Assemblée, les temps est contre nous. Vous voyez, quand on est dans les conciliambules, on connaît au Congo comment ça se passe, ça va s'étirer en longueur. Et pour après, des termes de référence, les participants et tout, et autres, entre-temps, l'ennemi sera en train d'avancer. Donc du coup, moi je pense qu'il appartient plutôt au président de la République aujourd'hui de lever le ton. Mais les principes édictés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, stipulent qu'on ne peut plus ou qu'on ne peut pas dialoguer avec des rebelles. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est obligatoire d'ouvrir des discussions avec ces rebelles ou ces groupes armés. Est-ce la seule option possible pour sortir de cette crise? Oui, je voudrais un peu revenir à la question de quoi, quand on a parlé de rôle que le président doit jouer en ce moment, nous avons parlé de la réconciliation. Je pense aussi un élément important, le président doit mettre en place une équipe capable de faire le travail. Alors, en ce moment, je pense que ça ne sert à rien mais qu'il puisse aller derrière la majorité, ceci ou cela. Il n'en est plus question, selon moi. À mon avis, pour sauver la patrie, il n'est plus que jamais le temps pour lui de dénicher les hommes et les femmes compétents du Congo capables de faire le travail. Plutôt que de se perdre dans ces démarches interminables de majorité, moi je veux 2, je veux 3, je veux le poids politique, tous ces trucs-là, ça va nous retarder. Et puis parce que et à la fin,
nous n'aurons pas, donc à lui de dénicher s'il faut qu'il le fasse au niveau de l'armée, qu'il mette des militaires pour en ce moment diriger le pays. Mais moi je ne m'oppose pas à ça, au moins qu'il ait à côté de lui une équipe de confiance, des hommes et des femmes compétents, acquis à la cause de la République, capables de faire le travail. Je pense qu'avec ça, nous pourrons très rapidement lever des grandes options et puis avoir des résultats. Bien avant de revenir à notre question, Maître Blaise, cette équipe-là sera une équipe gouvernementale? On doit restructurer le gouvernement ou ça sera dans quel contexte? Ben oui, moi je pense que nous sommes dans un contexte grave de guerre, que ce soit une équipe gouvernementale. Il faut remanier. Tout au moins qu'on puisse rester dans le contexte de la Constitution. Okay. Mais au moins qu'il ait cette marge de manœuvre de se choisir des hommes capables de faire le travail. Okay. Plutôt que de s'éterniser entre politiques qui dira c'est moi le poids politique, ceci ou cela. C'est dans ce sens-là. Okay. Donc par moment, compte tenu de la situation qui est assez grave, mais il faut prendre des mesures graves. Alors, je disais par rapport à ma question, les principes édictés par le chef de l'État, c'était de ne pas négocier avec les rebelles. Alors, lorsque vous dites que le chef de l'État doit négocier avec la population, ces rebelles-là, qui sont aussi congolais pour certains, en font partie, est-ce qu'ils vont prendre part à ces négociations? Bon, fondamentalement, je me pose la question comment on devrait être dans un dialogue national, en train de discuter avec le rebelle. Je ne sais pas comment ça se passera, et peut-être il y a des secrets, des informations que je n'ai pas, mais personnellement, quand je répète, pour moi, le sens du dialogue, c'est dans un contexte d'effort de guerre. Effort de guerre, ça veut dire c'est contre les forces rwandaises. Et les gars qui sont avec les Rwandais, ben, quand on dit on les appelle pour négocier avec nous, au moment où ils sont en position de force, ben, je pense qu'ils ne feront pas. Ils ne viendront pas, ou ils viendront tout simplement pour nous endormir. Entre-temps, ils seraient en train d'évoluer. Ils ont dit c'est le feu unilatéral. Et le lendemain, ils étaient encore dans la violation permanente de ces cessez-le-feu. Je reviens encore sur la question du dialogue. Est-ce qu'il faut dialoguer ou pas avec le M23? Fondamentalement, dialoguer avec le M23, même si le président il dit dialoguer avec lucidité. Eh bien, comme on dit chez nous, Nandoki, faut en fourchette. Yamilaï. Bon, c'est un adage qui est connu, mais peut-être aussi les Ndoki là, ben, il s'est aussi apprêté à avoir peut-être des sécateurs, mais pour couper ces fourchettes-là, pour mieux vous attraper. Alors, donc, du coup, moi, je pense que dialoguer avec le M23, comme je l'ai dit autrefois, c'est vider notre thèse d'agression de tout son contenu. On ne va plus en parler. Non, c'est-à-dire que la thèse d'agression ne se justifie plus. Parce que discuter avec le M23, alors que nous savons pertinemment que le M23 et l'armée rwandaise, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Non, mais ça veut dire que c'est tout simplement les gars qui vont occuper, avec l'autorisation de la République ou de la population congolaise, la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est pour le Rwanda, c'est gagner par des moyens faciles et pacifiques ce qu'il n'a pas pu obtenir par des armes. Okay. C'est en fait ça la réalité. Donc il ne faut pas. À mon avis, le combat doit se jouer dans différents terrains. Si nous, Congolais, souverainement, nous pensons que nous pouvons être sous la domination du Rwanda, eh bien allons-y. Le peuple, on dit qu'il est souverain. Il dit, ah ben oui, on en a marre avec ces guerres-là, toutes ces tueries, depuis 30 ans, ça dure, on ne trouve pas des solutions. Eh bien, laissons le Rwanda nous diriger. C'est une option. Que le peuple peut prendre souverainement, peut-être par référendum ou pas quoi, mais c'est une option. Ok? Mais à mon point de vue, en tant qu'analyste, je me dis que justement, c'est consacrer l'occupation pacifique de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Donc, je parlais de pistes, des solutions en dehors, parce qu'on dit n'est pas dialoguer, mais signifie qu'il faut qu'il y ait d'autres moyens pour trouver la solution au problème. Je l'ai dit tout à l'heure. La crise dure depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas en une année, en 2 années que nous allons terminer cette guerre. Ça, il faut qu'on le sache. Alors, nous devons connaître l'ennemi. Nous l'avons dit tout à l'heure. Il y a visiblement un soutien, tout au moins en termes de financement pour l'acquisition de matériel, la logistique et autres. Donc, la première chose à faire, il faut couper ces financements.
Et le travail est déjà commencé par le gouvernement actuel. Je pense qu'ils doivent insister, ils ne doivent pas se décourager, continuer à insister pour qu'il y ait cette rupture entre tout cela qui finance le Rwanda, parce que si le Rwanda, pendant 30 ans, il finance toute cette guerre, je pense que son économie serait en défaut. Donc s'il ne l'est pas, eh bien c'est parce qu'il reçoit ces aides, je veux dire les financements pour acheter, acquérir les équipements militaires. D'ailleurs, ça c'est la première chose, sur le plan diplomatique. On fonce. Sur le plan interne de la guerre, nous avons parlé de cette réconciliation, nous avons parlé de ce dialogue qui est initié, à mon sens, qui devait être un dialogue effort de guerre, où le pouvoir va renoncer à plusieurs choses qui ont constitué des frustrations pour le peuple, et que les Congolais qui aujourd'hui se sentent frustrés et tentent de pactiser avec l'ennemi, d'abandonner l'ennemi et de revenir dans les rangs. Et en même temps, organiser les troupes sur terrain pour résister. De quoi joue l'ennemi? L'ennemi joue sur la peur de Congolais. Quand il nous repousse sur un terrain, on a peur. Nous sommes démoralisés, on a peur. C'est en ce moment-là qu'on doit avoir le meilleur moral, le moral le plus haut pour faire douter l'ennemi. Et cet effort d'isolation de l'ennemi vis-à-vis auprès de ses fournisseurs prendra effectivement effet lorsque nous pourrons avoir quelques victoires, même symboliques. Ça va le faire douter pour dire que la guerre durera plus longtemps et que ça ne sert à rien Donc nous sommes dans un contexte là. C'est une guerre qui durera certainement. On regarde la réalité. Je vais vous dire une chose. Il y en a qui disent que non, mais voilà, cette guerre, il faut négocier. Pourquoi? Parce que de toute façon, ces gars-là, ils ne sont pas seuls, ils sont avec des grandes puissances et que par conséquent, c'est impossible pour nous. Non, il n'y a rien d'impossible. Nous avons un exemple juste à côté, l'Angola. L'Angola, sous Augustino Neto, a été occupé par les rebelles jusqu'aux portes de Luanda. Jusqu'aux portes de Luanda. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais été vaincu. Il n'a jamais été vaincu. Ils ont récupéré la situation jusqu'à la fin. C'est le MPLA qui a remporté cette guerre-là. Donc, perdre un territoire, une ville, un village, nous sommes grands. Ça nous permet de nous réorganiser pour aller de l'avant. Il n'y a pas à désespérer là-dessus. Il n'y a pas à désespérer. Moi, je pense que c'est le discours le plus important. Et à ce titre-là, ce que je demande au président de la République, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut un commandement compétent. 1, 2. Il faudrait que le personnel militaire, je veux dire les effectifs non soldats, soient bien soignés au front et à l'arrière. Au front, des équipements capables de le protéger quand il va au front. La logistique, la nourriture, le solde, ça c'est des choses élémentaires pour lui. Et en même temps, en arrière, l'épouse qui est restée à la maison soit bien entretenue autant que les enfants. C'est tous ces éléments-là qui boostent le moral de militaires au front. Et ils vont continuer le combat. Moi, je pense qu'il n'y a aucun Congolais. Bon, enfin, je suis peut-être à l'absolu, mais je pourrais dire que 99,9% des Congolais ne sont pas d'accord avec l'invasion du Rwanda en République démocratique du Congo. Donc, je pense qu'à ce titre-là, dialoguer aujourd'hui, comme nous l'avons dit, qui a pour conséquence immédiate livrer le Congo à ce gars-là, rassurez-vous, hein, c'est cette fois-ci, le gars, ils ne seront plus dupes. Hein. Ils l'ont fait en 1996. En 92, en 98, lorsque Laurent Désiré Kabila a répliqué, vous avez vu ce qui s'est passé finalement. Et après, il y a eu 2012, 2013, et aujourd'hui, ça revient. Donc, ça sera un éternel recommencement. Il est important que nous puissions rééquilibrer les rapports de force sur terrain. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais c'est la voie par laquelle nous allons passer. Alors, si on dit que par le dialogue, nous aurons la paix, moi je me demande, c'est ce dialogue en 1996 que nous avons connu, en 2012, en 2013, et puis par la suite, quelle est cette paix qui nous a été rapportée? On n'en trouve pas. Donc, il faudrait définitivement que tous nos politiciens, que moi j'appelle des générations de l'indépendance, s'unissent, qui sont en train de nous léguer un pays en moule, puissent permettre qu'aujourd'hui, que les générations actuelles puissent léguer aux générations futures la
je veux dire, que les générations actuelles puissent léguer la prospérité à la postérité. Ok. On tend justement vers la fin de cette émission. Il nous reste quelques petites questions. Il y a une question de téléspectateur qui vient de tomber. On vous pose cette question. Maître Blaise, plus de 3000 morts, plus de 2500 blessés et des dégâts matériels considérables. Qui doit porter la responsabilité de ces pertes en vues humaines et matérielles maintenant que l'on envisage de dialoguer avec les rebelles? Est-ce justement toutes ces pertes-là, selon les camarades, qui va endosser la responsabilité? Bon, moi je pense que dans une guerre, les pertes humaines, c'est une situation, en dépit de l'existence du droit humanitaire ou des droits de la guerre, c'est une situation qui est inhérente en fait à toute guerre. Alors, tout est question de comment nous pouvons analyser ou aborder cette question de massacre. Moi, je voudrais qu'on puisse la ramener toujours dans le contexte de cette diplomatie où on isole, où on coupe le soutien de ces forces étrangères au Rwanda. Et ce sont des soutiens qui viennent principalement, selon certaines sources, des Occidentaux. Et vous savez, les Occidentaux, ils sont très sensibles à leur opinion publique. Donc ça, je pense qu'on devrait plutôt aborder la question sous cet angle-là. Okay. Alors, avec ça, parler, discuter, bon, j'ai déjà répondu à la question, pour dire que personnellement, je ne voyais pas les avantages de manière durable de ce dialogue sur la paix en République démocratique du Congo. Je ne voyais pas ça. Mais en revanche, de tels massacres, on ne va pas les laisser impunis. Okay. Il faudrait forcément que nous puissions aborder la question dans le sens de l'isolation de l'ennemi, et bien pour à la fin nous permettre également de rééquilibrer le rapport de force sur terrain. On arrive sûrement à la fin de cet entretien, Maître Blaise Franklin Iboula Mukeling. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique Congo doit... Le Congo doit changer. Le Congo doit changer. Voilà, les coordonnateurs de la dynamique, le Congo doit changer. Quel message avez-vous à l'endroit d'abord du président de la République, de nos pères spirituels, de nos militaires au front, mais également à nos politiciens ainsi qu'au peuple congolais? Bon, en un mot, la liberté, la reconquête de la liberté, c'est un combat. Et c'est un combat qui exige sacrifice. Il y a plusieurs exemples à travers le monde de peuples qui ont gagné ce combat. Tout à l'heure, j'ai cité l'Angola, qui finalement, on a connu 25 ans de guerre, mais à la fin, ils ont triomphé et ils s'organisent aujourd'hui. Il y a la Chine, qui a connu également des humiliations, des occupations et autres. Et à la fin, la Chine l'a emporté. Et elle est aujourd'hui une grande nation. C'est pour dire, face à l'adversité actuelle, nous ne devons pas baisser le bras. Nous ne devons pas baisser le bras si nous voulons voir nos enfants vivre heureux au Congo. Nous devons penser, pas à nous, parce que depuis 63 ou 64 ans de l'indépendance, ou 65 ans pour cette année, nous n'avons pensé qu'à nous. Nous n'avons jamais pensé aux générations futures. C'est pour cette raison-là que nous nous retrouvons dans cette... Penser aux générations futures, dire nous sacrifier nous pour que demain soit meilleur. Depuis 63 ou 64 ans de l'indépendance, ou 65 ans pour cette année, nous n'avons pensé qu'à nous. Nous n'avons jamais pensé aux générations futures. C'est pour cette raison-là que nous nous retrouvons dans cette... Penser aux générations futures, ça veut dire nous sacrifier nous pour que demain soit meilleur. Au président de la République, vous devez être combatif. Vous devez être combatif. Si cette histoire vous arrive à vous, eh bien c'est parce que Dieu considère peut-être
que vous êtes capable de résoudre cette question. Renoncez à tout ce qui fait la division. Réconciliez-vous avec votre peuple par le respect strict des lois de la République démocratique du Congo. Aux politiques, considérez que depuis 64 ans, 65 ans, vous avez été là, mais vous n'avez pas pu garantir la prospérité à la postérité. Vous devez faire profil bas et laisser ceux qui font le travail, qui peuvent faire le travail, le faire. Aux pères évêques. Aux pères évêques, l'initiative du dialogue national, je l'encourage, évidemment. Mais comme je l'ai dit, que ce soit dans le sens d'un effort de guerre. Il est important que l'on sache que dans ce Congo, il y a des hommes et des femmes capables de faire le travail. Et qu'il est important que le président de la République puisse s'entourer de ces hommes et des femmes. Et c'est alors que Tokolonga